Puis elles disparaissent et le laissent dans un tout nouvel environnement. Bonne chance. La voix désincarnée résonne, chantante, dans les oreilles de l'humain. Il remarque qu'il n'est plus couvert d'albumine, mais il porte maintenant un gilet bordeaux rapiécé et un pantalon noir. Divers étuis sont attachés à sa ceinture. Une crosse blanche sort du holster sur son flanc droit. À sa hanche gauche, une matraque de la même couleur est pendue. Et, dans son dos, une petite poignée, elle aussi d'ivoire, dépasse de son enveloppe de cuir. D'épais anneaux de métal enserrent ses poignets, ses chevilles et sa gorge. Enfin, un large nœud papillon d'un vermeil profond vient conclure ce nouvel accoutrement. Il ne se pose pas plus de questions et accepte simplement la réalité de la chose. À la place, il observe le décor. Il se trouve dans une grande salle ouverte, aux murs de briques bleu-gris. Une immense porte à 2 vantaux d'acier, habillés de formes ardentes, se situe juste derrière lui. Divers couloirs partent de la pièce, menant eux-mêmes à moult portes bien plus modestes. Un en particulier attire l'attention du garçon. Il fait directement face à l'impressionnant Huy et se termine d'un portail de fer clos. Il réalise enfin qu'en viennent des bruits qu'il ne pense pas reconnaître, des cris, des coups de feu, des hurlements bestiaux. Il se dirige donc nonchalamment vers l'origine du Capharnaüm. Le portail s'ouvre seul lorsqu'il s'en approche. De l'autre côté, les briques laissent place à une terre argileuse. Le sol est rugueux, craquelé et stérile, si ce n'est quelques étranges plantes grises qui se balancent sous le faible vent. Les uniques sources d'éclairage sont d'autres de ces bulbes lumineux. Ils ornent çà et là le décor. Il y en a même qui flottent en l'air. Ce paysage s'étend à perte de vue et disparaît dans les ténèbres oppressantes au loin. Cependant, le visiteur ne s'intéresse pas à l'environnement. Son attention est plutôt dirigée vers l'homme qui lui tourne le dos à quelques mètres. Il a les mêmes entraves d'acier et est, lui aussi, paré de rouge et de noir, mais les vêtements eux-mêmes sont différents. Une casquette couvre également ses cheveux de jais grisonnants. Enfin, il tient dans sa main gauche un bâton télescopique, tandis que sa droite porte un grand bouclier balistique. Il n'a pas encore remarqué le nouveau venu. Son regard anxieux est concentré sur autre chose. Avant que le jeune mort ne puisse distinguer quoi, il est soudainement forcé au sol par un choc sur son flanc. Il roule dans la poussière, tandis qu'une masse s'agrippe à lui. Elle grogne tout près de son oreille. Bien que sonné,
le garçon parvient à voir ce qui l'agresse. Une bête maigre et sans fourrure, de la taille d'un gros chien. Sa longue gueule n'arbore ni yeux ni narines, mais s'ouvre jusqu'à ses épaules. Ses multiples rangées de crocs sont bien mises en évidence. Ses pattes griffues maintiennent sa prise à terre, tandis que sa queue s'agite dans l'air. Le monstre tente frénétiquement de mordre la jugulaire de sa proie, mais celle-ci se débat et évite les assauts répétés. Les cris aigus de la créature se font plus fréquents, comme pour signifier sa frustration. Qu'est-ce que? L'homme au bouclier remarque enfin ce qui se passe derrière lui. Avant qu'il ne puisse intervenir, 2 autres bêtes identiques se jettent sur lui. Il les retient de justesse avec son pavois et se démène pour les frapper de son bâton. Pendant ce temps, le combat bat son plein devant le portail. Le prédateur insiste, morsure après morsure. Il est déterminé à se repaître de l'âme qu'il a entre les griffes. Mais le garçon ne compte pas abandonner non plus. Il se débat de toutes ses forces et parvient enfin à déséquilibrer la bête. La pression qui lui est appliquée s'amoindrit. Il libère son bras droit. De celui-ci, il lui donne un violent coup à la tête. Le loup monstrueux est repoussé. Mais il revient immédiatement à la charge. L'humain n'a même pas l'occasion de se relever. Il arrive déjà sur lui, sa mâchoire s'ouvre. Son horrible dentition va bientôt se planter dans la gorge tendre qui lui est présentée. Pas le temps de réfléchir. Ses bras sont toujours libres. Il tend la main droite vers l'étui à sa hanche. D'un seul mouvement, il en sort l'arme et la colle sous la tête de l'animal. Sa main gauche est déjà en position pour tirer la culasse. Il retire la sécurité et appuie sur la détente. Le crâne de la bête explose dans un grand fracas. La douille clinque. Une pluie de gouttes azurées tombe et se fond dans la terre. Le corps entier de la créature se liquéfie rapidement en cette même matière. Bientôt, il ne reste rien d'elle, comme dévorée par le sol. Puis elles disparaissent et le laissent dans un tout nouvel environnement. Bonne chance! La voix désincarnée résonne, chantante, dans les oreilles de l'humain. Il remarque qu'il n'est plus couvert d'albumine, mais il porte maintenant un gilet bordeaux rapiécé et un pantalon noir. Divers étuis sont attachés à sa ceinture. Une crosse blanche sort du holster sur son flanc droit. À sa hanche gauche, une matraque de la même couleur est pendue. Et dans son dos, une petite poignée, elle aussi d'ivoire, dépasse de son enveloppe de cuir. D'épais anneaux de métal enserrent ses poignets, ses chevilles et sa gorge. Enfin, un large nœud papillon, d'un vermeil profond, vient conclure ce nouvel accoutrement. Il ne se pose pas plus de questions et accepte simplement la réalité de la chose. À la place, il observe le décor. Il se trouve dans une grande salle ouverte, aux murs de briques bleu-gris. Une immense porte à 2 vantaux d'acier, habillés de formes ardentes, se situe juste derrière lui. Divers couloirs partent de la pièce, menant eux-mêmes à moult portes bien plus modestes.
Un en particulier attire l'attention du garçon. Il fait directement face à l'impressionnant lui et se termine d'un portail de fer clos. Il réalise enfin qu'en viennent des bruits qu'il ne pense pas reconnaître, des cris, des coups de feu, des hurlements bestiaux. Il se dirige donc nonchalamment vers l'origine du Capharnaüm. Le portail s'ouvre seul lorsqu'il s'en approche. De l'autre côté, les briques laissent place à une terre argileuse. Le sol est rugueux, craquelé et stérile, si ce n'est quelques étranges plantes grises qui se balancent sous le faible vent. Les uniques sources d'éclairage sont d'autres de ces bulbes lumineux. Ils ornent çà et là le décor. Il y en a même qui flottent en l'air. Ce paysage s'étend à perte de vue et disparaît dans les ténèbres oppressantes au loin. Cependant, le visiteur ne s'intéresse pas à l'environnement. Son attention est plutôt dirigée vers l'homme qui lui tourne le dos à quelques mètres. Il a les mêmes entraves d'acier et, lui aussi, paré de rouge et de noir, mais les vêtements eux-mêmes sont différents. Une casquette couvre également ses cheveux de jais grisonnants. Enfin, il tient dans sa main gauche un bâton télescopique, tandis que sa droite porte un grand bouclier balistique. Il n'a pas encore remarqué le nouveau venu. Son regard anxieux est concentré sur autre chose. Avant que le jeune mort ne puisse distinguer quoi, il est soudainement forcé au sol par un choc dans son flanc. Il roule dans la poussière, tandis qu'une masse s'agrippe à lui. Elle grogne tout près de son oreille. Bien que sonné, le garçon parvient à voir ce qui l'agresse. Une bête, maigre et sans fourrure, de la taille d'un gros chien. Sa longue gueule n'arbore ni yeux ni narines, mais s'ouvre jusqu'à ses épaules. Ses multiples rangées de crocs sont bien mises en évidence. Ses pattes griffues maintiennent sa prise à terre, tandis que sa queue s'agite dans l'air. Le monstre tente frénétiquement de mordre la jugulaire de sa proie, mais celle-ci se débat et évite les assauts répétés. Les cris aigus de la créature se font plus fréquents, comme pour signifier sa frustration. Qu'est-ce que... L'homme au bouclier remarque enfin ce qui se passe derrière lui. Avant qu'il ne puisse intervenir, 2 autres bêtes identiques se jettent sur lui. Il les retient de justesse avec son pavois et se démène pour les frapper de son bâton. Pendant ce temps, le combat bat son plein devant le portail. Le prédateur insiste, morsure après morsure. Il est déterminé à se repaître de l'âme qu'il a entre les griffes. Mais le garçon ne compte pas abandonner non plus. Il se débat de toutes ses forces et parvient enfin à déséquilibrer la bête. La pression qui lui est appliquée s'amoindrit. Il libère son bras droit. De celui-ci, il lui donne un violent coup à la tête. Le loup monstrueux est repoussé. Mais il revient immédiatement à la charge. L'humain n'a même pas l'occasion de se relever. Il arrive déjà sur lui, sa mâchoire s'ouvre. Son horrible dentition va bientôt se planter dans la gorge tendre qui lui est présentée. Pas le temps de réfléchir. Ses bras sont toujours libres. Il tend la main droite vers l'étui à sa hanche. D'un seul mouvement, il en sort l'arme et la colle sous la tête de l'animal. Sa main gauche est déjà en position pour tirer la culasse. Il retire la sécurité et appuie sur la détente. Le crâne de la bête explose dans un grand fracas. La douille clinque. Une pluie de gouttes azurées tombe et se fond dans la terre. Le corps entier de la créature se liquéfie rapidement en cette même matière. Bientôt, il ne reste rien d'elle, comme dévoré par le sol.